Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'actualité cette semaine a été abondante. Je dirais même que cette actualité a troublé plus d'un puisque, quelques informations ont secoué le pays. Nous en parlerons dans cette émission. Nous parlerons également des élections générales, notamment la relecture du code électoral pour 2026. Et si le temps nous le permet, nous allons aborder d'autres sujets de l'actualité nationale. Cela fait plus de 2 ans qu'on ne l'a plus entendu. Est-ce que c'est un choix politique ou une contrainte pour lui? On le saura dans cette émission. Notre invité est un acteur politique. Il est le président, ou plutôt il a été, si vous le préférez, le président de la Jeunesse Talent, JET 16, rappelez-vous, superviseur général des coordinations de campagne du candidat Patrice Talon dans le littoral en 2016. Son nom, c'est Souleymane Naimi. C'est avec lui que nous allons passer ces quelques minutes ce dimanche pour décrypter l'actualité nationale. Monsieur Souleymane Naimi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau de l'entretien du dimanche. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, en 2016, on vous a beaucoup vu. Vous étiez très actif. Je disais tantôt que vous étiez le superviseur général des coordinations de campagne du candidat Patrice Talon dans le littoral. Plusieurs années après, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir soutenu Patrice Talon? Monsieur le journaliste, quelle question? C'est une question normale. Je pense que, bien au contraire, je suis très ravi, très content, et au-delà même du choix que j'ai eu à opérer en 2016. Et je pense que tous les Béninois doivent en être fiers, d'avoir su véritablement contribuer à l'avènement de cet homme charismatique. Tous les Béninois n'ont pas choisi Patrice Talon. Oui, c'est pourquoi je dis qu'ils doivent en être fiers aujourd'hui. Parce que, au demeurant, quand nous étions en pleine campagne, ça n'a pas été du tout facile. Et nous avions affronté le régime en place, le régime défunt de l'ancien président Boni Yayi, qui avait toute l'armada, qui avait toutes les infrastructures, qui avait la plupart des leaders politiques, des grands partis politiques, des grandes coalitions qui étaient avec le candidat de l'ancien président Boni Yayi. Mais force est de constater que le pouvoir est d'essence divine. Et à travers la bénédiction divine, c'est le président Patrice Talon qui a été porté à la magistrature suprême en 2016. Donc vous voulez dire que c'est Dieu qui a fait? C'est Dieu qui a fait, c'est pas les hommes. Dieu passe par les hommes pour concrétiser ses actes. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous aurez à constater qu'aujourd'hui, le bilan, on n'en est point douté, est élogieux. Vous avez déjà fait le bilan à votre niveau? Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ça se constate, ça se vit. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a complètement changé. Ah ouais? Certes, tout n'est pas parfait, mais pour ce que nous avons constaté, pour ce qui est fait à la date d'aujourd'hui, ce qui reste à faire, nous pouvions nous enorgueillir. Oui, mais qu'est-ce qui a changé concrètement, monsieur Naimi? Qu'est-ce qui a changé? Vous dites que ça a changé? Beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été entreprises, qui ont eu à avoir des résultats, résultats positifs sur le quotidien des Béninois. Beaucoup d'infrastructures ont été réalisées, des réformes au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, dans tous les secteurs vitaux, au niveau de l'éducation. Et aujourd'hui, nous pouvions nous dire que c'était le bon choix. Et nous pouvions continuer par encore nous dire que celui-là, c'est un choix divin. Mais il y a un Béninois, pas des moindres, un prêtre qui a publié un ouvrage dans la semaine qui disait que les infrastructures, c'est une activité normale d'un gouvernement ordinaire. Et donc, c'est pas à l'aune des pierres qu'il faut évaluer un régime, monsieur Naimi. Vous l'avez entendu, au moins? Monsieur le journaliste, si, j'ai suivi la vidéo et je pense que nous sommes dans un état de droit où l'expression plurielle est permise, où chaque citoyen se doit quand même de s'exprimer sur la gouvernance de ce qui se passe dans son pays. Et je lui concède le droit d'avoir cette opinion. Mais quand vous sortez au-delà du pays, vous allez dans des pays voisins, vous allez à l'extérieur, dans des pays étrangers, ce n'est pas l'avis que les autres ont de ce qui se fait chez nous. Mieux, à l'intérieur du pays, vous aurez à constater qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, je viens de le dire tout à l'heure, à beaucoup de réalisations et des réformes difficiles.
mais très importante et vitale pour notre démocratie. Comme quelle réforme? Bien sûr que oui. Et vous savez, avant, il y avait des grèves perlées. Oui. Aujourd'hui, je pense que le Béninois est fier d'envoyer son enfant dans l'enseignement public. Alors qu'il y a quelques années, c'était le contraire qui se produisait. Et au niveau de la santé des hôpitaux, est-ce que vous avez eu encore constaté des grèves dans nos hôpitaux? Vous avez vu ce qui a été installé, par exemple, à Calavi, un hôpital de référence, de rang international, où aujourd'hui, ce n'est pas que rien que des étrangers qui vont se faire soigner, les Béninois aussi peuvent en bénéficier. Il paraît que tout le monde ne peut vraiment pas en bénéficier, tout le monde ne peut aller vraiment pas se faire soigner dans cet hôpital. Oui, c'est vrai que tout le monde ne pourra pas y aller, mais pour des infections particulières, c'est normal qu'on puisse les orienter là-bas. On ne verra pas si vous êtes béninois ou pas. Les médecins, sur la base des fiches, pourront vous orienter vers cet hôpital qui, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. C'était beaucoup mouraient et soit s'ils n'ont pas les moyens d'être évacués à l'extérieur, c'est que vous êtes fait pour se retrouver les deux pieds devant. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Grâce au président Patrice Talon, grâce à sa vision prospective et sa vision de faire du Bénin un véritable pays attractif, aujourd'hui c'est clair et net que l'ensemble de la population béninoise peut se sentir fier d'avoir eu à bénéficier de cet hôpital de référence. Oui, mais vous dites ça, et pourtant les acteurs politiques, notamment de l'opposition, et même certains Béninois pensent que on aurait pu régler autrement la question des dialysés, par exemple. Les gens meurent, et vous avez entendu, cette semaine, il y a eu même une sortie publique du bureau des dialysés pour dire qu'il y a des choses qui doivent se faire dans le secteur. Bien sûr que oui. Monsieur Naimi, vous savez qu'on ne peut pas tout faire en même temps, au même moment. Oui, mais les dialysés, c'est pas une urgence? Bien sûr que oui, c'est une urgence. Alors, vous avez vu le Conseil des ministres s'est prononcé là-dessus. C'est dire que cela préoccupe déjà le gouvernement, à juste titre. Il y a 8 ans après. 8 ans après, ce qui est sûr. On ne peut pas tout régler en même temps. Les dialysés, comme dans d'autres secteurs aussi, il y a des priorités. Oui, des priorités dans le secteur de l'éducation, des priorités dans le secteur... Vous voulez dire que les dialysés ne sont pas une priorité? Bien sûr que oui, j'ai dit il y a des priorités. C'est pour ça que je dis que c'est de façon progressive que les problèmes qui minent le développement de notre pays doivent être résolus. Et le président Patrice Talon s'y attelle. Ici, il se bat corps et âme avec toute son équipe qui l'accompagne. Et je pense que on se doit de l'encourager, de le soutenir, de faire des prières pour qu'il puisse se sentir il puisse se porter en bonne forme, en pleine santé, et pour pouvoir continuer par se battre. Il a dit qu'il est prêt à être impopulaire, mais demain, c'est le peuple béninois qui va le porter en triomphe, parce qu'on aura fait la différence de ce qui est fait aujourd'hui par rapport à ce qui a été fait les années antérieures. Alors pour vous, M. Naimi Souleymane, tout est bien, n'est-ce pas, dans le meilleur des mondes? Je ne dis pas que tout est bien, parce que je l'ai dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Certes, il y a quelques imperfections, il y a quelques ratés, mais quand on fait le bilan, chers amis journalistes, il faut en être fier d'être béninois, et surtout, j'ai écouté des Togolais, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Nigériens qui ont dit vraiment, allez voir ce que le président Patrice Talon fait dans son pays. Allez voir comment le pays se transforme. Allez voir comment tout est beau, les Béninois sont à l'aise. Allez voir comment ça respire. Ah bon? Oui, quand même. Ça respire du bio, ça respire du propre. Peut-être vous respirez mieux. Ben, je vais dire que je me porte bien, je suis en pleine santé et j'ai le moral haut parce que, vu tout ce qui se fait, il va de soi que je sois quand même très satisfait. Mais pourquoi depuis 2 ans vous ne dites rien? Pourquoi oui, parce que quand vous élisez un leader politique, laissez-lui le temps de bien faire asseoir son équipe et de bien exécuter son programme de société. Et c'est ce qui constitue ma position actuelle. À ce que, si aujourd'hui j'ai accepté de prendre la parole pour opiner, pour parler, pour m'exprimer sur l'actualité sociopolitique, c'est dire que je me suis dit qu'il est temps que je puisse véritablement sortir de mon silence pour clamer haut et fort tout ce que j'entends dans les coulisses, dans les milieux sociaux et au niveau des indigents, pour lui dire, Monsieur le Président, vous êtes sur la bonne voie et pour vous continuer. Et vous avez l'ensemble du peuple béninois qui vous soutient de façon générale et surtout la jeunesse de notre pays de façon particulière. Alors vous dites que tout va bien,
Et pourtant, autour du président de la République, dans le camp présidentiel, le procureur de la Criette nous a dit clairement, il y a quelques jours, qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Alors, si tout va bien, comment expliquez-vous qu'il y ait une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, M. Naimi? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai que depuis quelques jours, et à travers certains canaux digitaux, l'information a circulé. Le procureur spécial de la Criette est monté au créneau pour véritablement nous confirmer l'information. C'était mercredi. C'était mercredi. Ouais. Le procureur spécial de la Criette est monté au créneau pour nous confirmer que ce que nous apprenions de façon officieuse est tout à fait effectif. Alors, je voudrais... D'abord une question, oui. Est-ce que vous y croyez vous-même, personnellement? Bien sûr que oui, si tant est que le procureur spécial de la Criette nous est monté au créneau et nous a révélé à travers des preuves tangibles et irréfutables tout l'arsenal qui a été mis en place, une voiture bourrée de 6 sacs de liasses de billets, et les virements qui ont été faits, le compte qui a été ouvert dans une banque NC à Côte d'Ivoire, et comment ça a été approvisionné et tout ça là, je pense qu'il faut véritablement y croire. Certains n'y croient pas. Eh bien, c'est normal qu'ils n'y croient pas. Ah mais bon? nous sommes tous des Béninois, nous sommes tous des citoyens, et même des gens, on va leur dire que le Christ a été crucifié, ils vont vous dire qu'ils n'y croient pas. Donc c'est pour vous dire qu'on leur permet d'avoir cette, comment on appelle, cette position, d'adopter cette position. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de constater que ce qui s'est passé, ce qui a été dit par le procureur spécial de la Criette hier, est véritablement peut être qualifié de haute trahison. Ah, vous qualifiez déjà les faits? Bien sûr que oui. Vous n'êtes pas procureur. Non, on est encore à l'étape de l'instruction. Non, même si c'est des personnes qui peuvent être qualifiées d'être innocentes, je puis dire qu'à travers la déclaration du procureur spécial de la Criette, qui nous a clairement dit qu'il s'agit d'une tentative de coup d'État. À savoir le renversement d'un régime démocratiquement élu par le peuple béninois. Et souvenez-vous que depuis notre historique conférence nationale depuis 1990, tout le processus démocratique s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui. Et on ne peut pas comprendre que des citoyens béninois, plus très proches du chef de l'État, cherchent à renverser un régime démocratiquement élu. C'est pas la première fois qu'on parle de ça dans le pays. Bien sûr que oui, mais je pense que cette fois-ci, on en a parlé à un moment donné aussi. Ce qui est véritablement choquant. Qu'est-ce qui est choquant? C'est des proches du chef de l'État, des gens qui pratiquement sont presque tous les jours avec lui, qui à la limite mangent avec lui. Parce qu'on a vu des vidéos qui ont circulé, on a vu l'une des personnalités citées qui prenait le vin avec le chef de l'État. On ne peut pas comprendre que ces personnalités qui soient très proches du chef de l'État cherchent à atteindre, qu'on appelle, à sa vie, en essayant de remettre en cause le processus. Est-ce que vous n'allez pas trop vite en besogne? Non, monsieur le journaliste, pas du tout, pas du tout, parce que parce que même le procureur spécial a dit que les enquêtes se poursuivent. Le procès qui va se dérouler pourra nous dire exactement ce qui s'est passé dans les détails. C'est pour ça que vous allez vite en besogne? Non. Si on s'en tient à la déclaration du procureur et à travers aussi les preuves irréfutables qui nous ont été présentées, cela va sans dire que nous pouvions dire, ubi et orbi, qu'il s'agit d'une action gravissime où aujourd'hui des citoyens cherchent encore à remettre en cause le processus électoral. Et de ce fait, je pense qu'il est important que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que s'il y a des personnes qui sont impliquées, que ces personnes soient identifiées et que des sanctions pédagogiques idoines puissent suivre de sorte que plus jamais cela n'ait eu à traverser l'idée de quelque Béninois que ce soit. Et je vais plus loin en disant ceci. Allez-y, nous vous écoutons. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, doit avoir la tête froide et se dire que cela n'arrive qu'aux hommes forts. Et c'est vrai que c'est des personnes qui sont très proches de lui, mais il doit savoir que le pouvoir, je l'ai dit tantôt, est d'essence divine et c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Et s'il doit quitter un jour le pouvoir, selon la Constitution, c'est encore ce qui va se passer, c'est Dieu qui va encore lui dire, c'est bon, vous pouvez partir, en suivant bien sûr les principes de la Constitution. Cela dit,
je voudrais demander au chef de l'État d'être serein et de se dire que le peuple, dans sa grande majorité, est d'accord, est avec lui, le soutient. Je le dis avec un air gravissime. Vous êtes l'envoyé du peuple? Non. Comment Je suis dans le peuple, oui, ben... j'écoute le peuple, j'entends le peuple, oui. Et je puis vous dire que l'ensemble du peuple de Béninois, une partie du peuple, l'ensemble du peuple. J'ai déjà reçu sur ce plateau des gens de Béninois qui ont parlé également au nom du peuple béninois. On leur concède cela. Donc, quand vous dites l'ensemble, est-ce que ce n'est pas plus juste pour vous de dire une partie du peuple? Au-delà du peuple, la jeunesse de ce pays le soutient. Ah bon, vous êtes le porte-parole de la jeunesse? Je suis le président de la Jet 16. Ça, c'est en 2016. En 2016. Ça s'est passé. Mais ça continue toujours. Nous sommes là pour pouvoir dire au chef de l'État que nous sommes derrière lui. Le peuple est derrière lui. Il n'a qu'à foncer. Si tant est qu'il y va dans la direction qu'il nous a fait savoir en son temps et que c'est dans l'application et l'exécution correcte de son programme de société, il n'a qu'à foncer. Nous le soutenons. Et nous irons avec lui jusqu'au terminus. Vous dites que les jeunes sont contents. Je ne sais pas d'où est-ce que vous tenez votre affirmation, mais il y a plusieurs jeunes qui se disent mécontents. Vous êtes également sur les réseaux sociaux, vous êtes également un leader d'opinion. Vous avez entendu les récriminations de la jeunesse présidentielle récemment, notamment sur la désignation des représentants au Conseil économique et social. La jeunesse dont vous parlez se plaint de n'avoir pas été associée. Donc je ne sais pas d'où vous tenez les propos que vous partagez avec nous sur ce plateau. Monsieur le journaliste. Monsieur Souleymane Naimi, c'est un débat intéressant, la jeunesse. Je suis d'accord. Oui. Ce que vous dites est une réalité tangible. C'est vrai que c'est avec regret que nous avions un peu de regret que nous avons constaté que la plupart de ceux qui ont été désignés pour faire partie des structures des structures devant CG au niveau du CES sont d'un certain âge un peu avancé. Bon, le chef de l'État sait pourquoi cela s'est passé ainsi. Mais nous faisons confiance au chef de l'État. Nous sommes conscients que nous devrions un peu condamner la chose, mais il faut... Pourquoi vous ne condamnez pas? Si. Vous condamnez? On dites que vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, on le condamne. Nous le condamnons à juste titre, mais nous pouvions dire également que nous faisons confiance au chef de l'État parce qu'il a toujours plus d'un tour dans son sac. Et sachez, monsieur le journaliste, qu'aujourd'hui, et quand on voit ce qui est fait sous le régime de la rupture, la jeunesse en a plus bénéficié que les personnes d'un certain âge un peu plus avancé. Bien sûr, de ce que vous dites. Écoutez, les recrutements qui ont été faits sous le régime de la rupture, près de 60 000 personnes ont été recrutées. Quand on va à la GIDZ, qui sont ceux qui sont en train de travailler là-bas, ce sont les jeunes, au niveau des recrutements, au niveau de la police nationale, de l'armée, qui sont ceux qui sont pour la plupart recrutés, c'est des jeunes. Donc, c'est dire que au niveau des infrastructures qui sont construites, les entreprises qui opèrent sur ces chantiers-là, ils recrutent qui? C'est des jeunes. Donc, c'est dire que la jeunesse n'est pas tout à fait négligée sous le régime de la rupture. Bon, c'est vrai que on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs aussi, si tant est que le chef de l'État fait un clin d'œil à une catégorie de personnes d'un certain âge. On peut l'accepter, mais on souhaiterait que désormais, que ce soit mixé et qu'on puisse aussi intégrer aussi quelques jeunes dans le dispositif du CES et plus particulièrement les femmes, parce que le chef de l'État qui tient beaucoup plus à l'équilibre du genre, c'est normal que on puisse tendre la main à nos mamans, à nos épouses, pour qu'elles puissent faire aussi leurs expériences dans cette structure qui, ma foi, aussi s'occupe de tout ce qui est économie. Et quand on parle économie et sociale, et quand on parle économie, c'est beaucoup plus nos mamans qui arrivent à démontrer leur doigté, leur intelligence, leur efficacité et leur probité. Alors, monsieur Souleymane Naimi, vous êtes jeune, ça, pour de doute. Comme je l'ai rappelé, en 2016, vous étiez superviseur général des coordinations de campagne du candidat Patrice Talon dans le littoral. Vous défendez très bien le positionnement des jeunes, mais visiblement, vous-même, vous avez rien obtenu. Vous avez été laissé pour compte. Et pourtant, vous continuez à défendre ça. Normalement, je pensais que vous alliez dire que, voilà, il faut. Monsieur le journaliste, vous savez, quand on aime son pays, on s'oublie. Ah bon, donc c'est par amour pour le pays? Oui, on s'oublie. Vous savez,
ce n'est pas pour la première fois que j'ai été oublié. Et pour moi, ça ne me dit pratiquement rien. Le plus important, c'est le développement de notre nation. C'est permettre à ce que nous laissons un bel héritage à la progéniture, à nos enfants. Okay? Quand on voit tout ce qui se fait aujourd'hui, si le chef de l'État devrait penser à lui-même, se dire moi ou rien, je pense que tout ce que nous voyons comme réalisation, comme investissement, n'allait pas se faire. Et si tant est que ça se fait aujourd'hui, c'est que lui-même il s'oublie. Et pourquoi pas nous qui sommes à ses côtés, nous qui avons cru en lui très tôt, qui l'avons soutenu, qui sommes allés au front pour lui et qui avons remporté la victoire. Et pourquoi ne pas s'oublier? Je parie que ça peut venir demain, ça peut venir après 2026. C'est pas le plus important pour vous. C'est pas le plus important, mais toujours est-il que là où nous sommes, le plus important, c'est le bien-être de tout un chacun et de tous. Le plus important, M. Naimi, c'est également que le pays se porte très bien, vous l'avez dit, mais permettez-moi de revenir encore une fois sur cette affaire qui agite l'actualité, notamment la tentative de coup d'État. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui? Je pense que, monsieur le journaliste, il est important de ne pas mettre la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut que nous laissions la justice faire son travail. Et qu'à travers le procès, nous puissions écouter les personnes qui seront impliquées. Qu'elles puissent de vive voix nous dire qu'est-ce qui les a amenés à chercher, à attenter à la vie du chef de l'État, à remettre en cause le processus démocratique, à faire partie un régime démocratiquement élu. Parce que c'est quoi le problème? Les gens veulent essayer de copier ce qui se passe dans les pays de l'AES? Non, le Bénin n'est pas comme le Niger, le Burkina ou le Mali. Le Bénin a son histoire. Nous avions été le premier pays à avoir réussi à organiser une conférence nationale dit de ce nom. Mais d'autres pays ont voulu nous copier, ils n'ont pas pu réussir. Le Bénin est typique en son genre. Et par conséquent, quiconque cherchera à remettre en cause le processus démocratique, nous avons nos membres de nos ancêtres qui sont là. Nous avons le bon Dieu qui est là. Il ne va pas le leur permettre. Donc, laissons le procès se dérouler et nous saurons les raisons qui ont poussé ces personnes à pouvoir chercher à remettre en cause le processus démocratique. Mais cette affaire ébranle quand même le régime. Vous l'aurez constaté avec la plupart des Béninois, puisque vous voyez souvent ce que les Béninois veulent et entendent. Vous allez voir que l'atmosphère, l'ambiance dans le pays, comment on continue à gérer un pays dans cette atmosphère-là à 1 an de la fin de dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle? Bon, c'est vrai que l'ambiance qui règne aujourd'hui dans le pays n'est pas de nature véritablement à permettre à ce que nous soyons contents, mais cela se comprend. Cela se comprend parce que n'oublions pas que nous sommes, vous venez de le dire, à quelques mois de la fin du règne du second quinquennat du président Patrice Talon. Et donc tous les états-majors des partis politiques s'organisent. Et chacun essaie de peaufiner ses stratégies. Chacun essaie de se dire, c'est moi. Chacun essaie de se dire, c'est mon tour. Ce qui est légitime. Et ce qui est légitime. Et par conséquent, il y a une atmosphère de méfiance. On ne se fait plus confiance. Et je pense que le plus important, c'est que le jeu démocratique se déroule dans les règles de l'art. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va être le cas? Bien sûr que oui. Vous pensez que ça va se dérouler bien sûr avec que oui. tout ce Le régime déjà, de la rupture ne fera pas exception à la bonne organisation des élections dans notre pays. Mais certains disent que les élections n'ont jamais été bien organisées. Oh, ben oui, c'est leur point de vue. On le leur concède. C'est normal. C'est normal que ces personnes puissent avoir cette opinion. Nous leur concédons cela et nous acceptons parce que nous sommes dans un État démocratique où l'expression est plurielle. Et par conséquent, leur interdit de s'exprimer, c'est leur donner raison. Je pense qu'aujourd'hui, tout est clair. Les élections depuis 2016, toutes les élections se sont déroulées à bonne date et il y a eu des candidats qui ont été élus à l'Assemblée nationale comme à la présidentielle et par conséquent les grandes comment on appelle les grandes institutions internationales, à savoir l'ONU et autres, la CEDEAO, l'Union africaine ont tous validé et applaudi
le bon déroulement du scrutin dans notre pays, et pourquoi ne pas s'enorgueillir. Le reste, ce n'est que du bavardage inutile. Donc vous croyez que tout va bien se passer malgré, malgré le code électoral. Monsieur Souleymane Naimi, parlons-en. Le code électoral reste un os dans la gorge de la plupart des acteurs politiques qui demandent sa relecture. Oui. Est-ce que l'adoption du code électoral, jusqu'à sa validation par la Cour constitutionnelle, n'a-t-elle pas suivi, je parle de cette adoption, n'a-t-elle pas suivi le process normal? Mais c'était avec un parlement monocolore, c'était avec un parlement où l'opposition n'était pas représentée. C'est le parlement actuel qui... Oui, la modification n'était pas... En fait, la relecture était dans le sens que vous savez. Oui, cette relecture, est-ce que l'opposition n'était pas ou n'est pas présente dans cette assemblée? Est-ce que l'opposition n'a pas fait savoir ses récriminations, ses amendements, n'a pas apporté ses observations? Mais cela va sans dire que nous sommes sur un terrain politique. Oui. OK? Et la question que je voudrais me poser, qu'est-ce qui fait si tant peur à l'opposition? Le code, les dispositions, il y a des dispositions qui sont rigides. Est-ce que si l'opposition qui est là aujourd'hui pense que le code lui fait peur, en quoi ça lui fait peur? Le code a une originalité inouïe, à savoir que chaque parti se doit d'avoir au moins un représentant par circonscription. C'est de l'innovation. Nous sommes, vous savez que l'une des réformes phares au chef de l'État, le président Patrice Talon, c'est la réforme sur le système partisan. C'est-à-dire réduire le nombre de partis politiques afin que nous ayons de grands ensembles. Avant, vous savez qu'il y a des partis politiques où c'est juste la famille et la Donclam qui se retrouvent, quelques têtes qui se retrouvent dans un salon, et deux ou trois poulets tendus, on monte le parti politique. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est des partis, nous aspirons à avoir des partis nationaux. Et si tant est que les démocrates aujourd'hui, dans leur posture, estiment qu'ils peuvent véritablement bénéficier de la légitimité du peuple béninois, à eux d'aller sur le terrain, de se battre. Vous aurez constaté, M. Donclam, que depuis que ce code a été validé par la Cour constitutionnelle, la formation politique à laquelle je fais partie, l'Union progressiste, le renouveau, est descendue sur le terrain. À sa tête, le président Joseph Fifa Medjogbenou et la haute direction politique a parcouru hameau par hameau, village par village, arrondissement par arrondissement, commune par commune, pour mettre en place les structures de base, renforcer le parti à la base, faire de ce parti véritablement le plus grand parti de ce pays. Certes, il est maintenant, mais renforcer encore son ancrage sur le terrain. Il revient aussi au Parti démocrate de descendre sur le terrain, de faire le travail qu'il faut pour véritablement avoir l'adhésion populaire. Et non faire ce que nous constatons avoir des liesses populaires, du populisme. Mais monsieur Souleymane Naimi, faire des bains de foule, faire un travail professionnel, un travail scientifique de structuration de leur parti politique. Et on se donne rendez-vous en janvier 2026 pour pouvoir s'évaluer. Mais ce que vous ne dites pas, et que l'opinion publique sait, c'est qu'il n'y a pas que les acteurs politiques qui s'élèvent contre ce code. Il y a des acteurs de la société civile. Il y a l'union, il y a les religieux. Il y a même eu un colloque sur cette problématique pour montrer que ce code est chrysogène. Donc, limiter cette question simplement à la classe politique serait ne pas voir la réalité, M. Souleymane Naimi. C'est tout le monde qui souhaite qu'on relise, même des députés de la mouvance présidentielle. Non. Je comprends un peu qu'il y ait aussi des voix discordantes comme celle de la société civile. Même dans tout régime démocratique, cela est normal que quand il y a des lois qui sont votées et que cela ne permet pas à une couche de s'en sortir, qu'il y ait des voix discordantes, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais ce qui me cœure, c'est un peu la position du clergé béninois. Pourquoi ça vous écoeure? Non, parce que... Le clergé a également le droit d'avoir une position. Oui, le clergé a le droit d'avoir une position, mais aller jusqu'à organiser un séminaire... Un colloque scientifique. Oui, un colloque scientifique, organiser un colloque scientifique et inviter des leaders politiques, d'autres leaders de la société civile et faire monter au créneau et véritablement
cherché même à faire soulever le peuple béninois n'est pas... Non, bien sûr que oui, monsieur le président. N'est pas de nature à véritablement préserver la quiétude des institutions de la République. Vous voulez empêcher au clergé de se prononcer? Non, on ne peut jamais empêcher le clergé de se réunir, de se retrouver. Mais c'est vu la composition des acteurs qui étaient présents. Et plus est, le communiqué qui a sanctionné la fin du colloque. C'est-à-dire que c'est comme si on ne le fait pas, le Bénin ne va plus exister. Non. Il faut qu'on arrête. Oui, mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de chercher à affronter comment on appelle, à confronter les Béninois les uns contre les autres sur le plan des idéologies. Si tant est que vous avez pris par des voies pacifistes, vous aviez cherché à rencontrer le chef de l'État qui vous a reçu, vous lui avez fait part de vos récriminations, et que si tant est que cela n'a pas abouti, il revient au clergé de continuer pas faire son travail, mais de façon pacifiste, et non chercher pas Vous êtes en train de prêter des intentions au clergé. Non. Et on va plus loin. Oui. Ce qui a été fait l'a été à l'occasion d'un colloque scientifique. Vous ne pouvez pas refuser aux gens de se réunir et de faire des propositions. C'est le nom qui a été donné. Et de faire des propositions dans le sens entre le nom qui a été donné, colloque scientifique, et ce qui s'est réellement passé au sein. Mais vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là, mais on a suivi les reportages. On vous a même invité, vous n'êtes pas là. On a suivi les reportages. On a eu écho du point de la conclusion qui a été tirée, et on peut en déduire que ce n'était pas opportun de le faire. Pas du tout. Et vous allez constater que ça n'a pas tardé, et l'Union islamique du Bénin aussi a claqué la porte au comité en charge des religions, en charge de la gestion des religions dans notre pays. Les gens sont revenus sur ça. Okay. C'est dire que il est important que le clergé joue sa partition de façon pacifiste pour véritablement contribuer à apaiser les uns et les autres, et non à mettre de l'huile sur le feu. Mais apparemment, ça vous dérange quand on parle du code électoral. Apparemment, ça vous dérange. Non, on appelle ce code électoral est le meilleur. Comment vous pouvez dire ça? Est le meilleur. Je vous dis, si tant est que ça va permettre à ce que nous puissions avoir des partis forts, des partis nationaux, des partis qui ont des ancrages nationaux, des partis qui ont des assises nationales, qui sont représentatifs dans toutes les 24 circonscriptions du pays. Pourquoi ne pas applaudir ça? Vous pensez que votre parti peut avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales? On se donne rendez-vous en janvier 2026, M. Donclaman Balo. On se donne rendez-vous. Souffrez qu'aujourd'hui, le plus grand parti du pays, c'est l'Union progressiste, le renouveau. Malgré la présence des démocrates et d'autres formations politiques aux dernières élections législatives. Cela va sans dire que nous ne sommes pas restés les bras croisés et pensant que nous avions tout à notre portée. Nous sommes en même temps allés sur le terrain et nous avons commencé, je viens de le dire, par installer les structures de base, par renforcer le parti à la base. Et c'est sous le leadership du président Joseph Djogouenou, un infatigable qui se bat corps et âme pour que ce parti s'enracine et aux prochaines élections législatives en janvier 2020, aux élections générales en janvier 2026, que le parti encore sorte gagnant pour que, trêve de discussion, ceux qui pensent que le code est chrysogène, le code est exclusif, que ceux-là aussi commencent pas à aller sur le terrain, que de perdre leur temps à aller dans les communes, à aller faire des réunions de la foule, pensant que la foule équivaut aux militants. Non, monsieur le journaliste. Mais on vous reproche d'avoir fait ça aussi. On vous reproche dans vos tournées de reddition de comptes, et on vous reproche d'avoir réuni que vos militants, de leur avoir parlé dans les oreilles, d'avoir même payé leur déplacement. Non, vous en avez les preuves? Non, je vous rapporte ce qu'on a dit. Donc, c'est pas à moi de vous apporter. C'est ce qu'on vous reproche, entre ce qui est dit et ce qui est dit et la réalité, il y a un fossé, monsieur le journaliste. Par conséquent, c'est normal que nos amis d'en face cherchent à nous jeter la pierre. Mais ils ont été désagréablement surpris de constater que malgré tout le tintement de ragots, tout le tintement de balivernes et de désinformation, que
le peuple béninois s'est fait la part des choses et suit le mouvement de la vérité, le mouvement de la justice, le mouvement de la légalité à travers tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que, certes, c'est un peu difficile, un peu dur à accepter par le peuple béninois, mais c'est ce même peuple qui est conscient que ce qui se fait, c'est pour le bien-être et pour le bonheur des générations à venir. Mais apparemment, vous pensez que 2026 s'est plié en votre faveur? Enfin, on se donne rendez-vous en 2026. Mais sur quoi vous comptez concrètement? Bien sûr que oui, nous comptons sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et nous savions très bien, que nous avions un peuple mûr, un peuple qui sait faire la part des choses. Souffrez, monsieur le journaliste, que c'est ce peuple-là qui a su faire partie l'ancien président Kérékou en 1991, mais qui l'a fait revenir encore en 1996. Un peuple très mûr qui sait faire la part des choses. Souffrez que c'est ce peuple-là qui a dit, président Yahi Boni, votre candidat là, nous ne voulons pas de lui. C'est le monsieur qui est à l'extérieur là, qui est parti à l'extérieur là, que vous avez fait partir à l'extérieur, de gré et de force là. C'est de ce monsieur-là dont nous avons besoin. Et le peuple a œuvré, s'est battu pour que ce dernier rentre. Et le peuple l'a porté au pouvoir. Et le peuple est fier aujourd'hui de tout ce qui est fait en son temps. Est-ce qu'au sein de votre formation politique, l'Union progressiste de Le Renouveau, vous faites déjà le débat de la succession de Patrice Talon? Bon, j'avoue que pour l'instant, je ne suis pas sur le plateau pour parler de l'organisation interne de l'Union progressiste. Non, c'est pas de moi, je ne parle pas de votre organisation. Je demande si le débat est fait en votre sein. Permettez-moi que je ne puisse pas me prononcer sur ce sujet. Vous devez vous prononcer sur ce sujet. Toujours est-il que forcément le débat va se faire à la tête. Ça veut dire que ce n'est pas encore fait. Bon, enfin, pour l'instant, je vous dis que le débat va se faire. Mais nous sommes à 1 an. Bien sûr que oui. 1 an, exactement. La limite de dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle. Le chef de l'État l'a dit à la télé que c'est à 6 mois de la fin de son quinquennat que tout va être... Donc c'est lui qui arbitre alors le débat au sein de l'UPR? C'est pour vous dire que... C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que même à 6 mois de la fin du quinquennat du président Patrice Talon, le débat peut se faire au sein de la formation politique l'Union progressiste, le Renouveau. Si cela n'est pas fait au sein des autres formations, pourquoi nous on doit être pressés? Ce qui est là, ce qui est clair, pardon, monsieur le journaliste, il est important d'accompagner le chef de l'État dans ses réformes, dans l'exécution de ses réformes, dans l'exécution de son programme de société. Il est important que nous puissions faire asseoir le parti pour que ce parti soit véritablement un parti national. Il est important que nous puissions installer les structures de base pour que, quand on descend sur le terrain, dans le dernier hameau, qu'on puisse trouver un progressiste et pour qu'il puisse dire « je suis fier de ce qui a été fait ». C'est ça la force d'une organisation. Et par conséquent, ne sommes pas pressés, sauf qu'en son temps, vous serez informés si le débat est fait et qui a été choisi et vous serez informé par les canaux normaux. Et si, par extraordinaire, le président Patrice Talon pensait à un 3e mandat, est-ce que vous allez le soutenir? Pour l'instant, le sujet n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais on en parle, le porte-parole du gouvernement en a parlé. Le président lui-même l'a dit. Un autre député de votre parti l'a dit. Est-ce que vous allez vendre un projet pareil? Le président Patrice Talon l'a dit. Oui. Je suis là pour faire 2 mandats. Il a dit à quel moment? Il a dit. Il avait dit un mandat. Et puis après, si tant est que, quand on touche du doigt les réalités du terrain, on se rend compte que ce qu'on a imaginé, c'est plus lourd, plus dense que ce qui est sur le terrain. Et par conséquent, il faut poursuivre l'œuvre salvatrice. Pourquoi ne pas faire ce qui est constitutionnellement accepté? Pour cette raison, on peut faire aussi un 3e. Non, puisque la Constitution, la Constitution n'a pas permis qu'on fasse un 3e mandat. C'est les hommes qui révisent. Okay. Vous avez déjà essayé de réviser la Constitution plusieurs fois. Est-ce que c'est... Oui, on a essayé parce qu'il y avait des lois, donc des articles. Donc vous pouvez encore essayer? Non, ce qui est clair, on peut réessayer, mais ne pas toucher aux fondamentaux, monsieur le journaliste. Les fondamentaux, vous les connaissez. Et d'ailleurs, depuis que le président Patrice Talon est là, la Constitution a été déjà révisée une fois. Mais est-ce qu'on a touché aux fondamentaux? Il avait la possibilité de le faire. C'est dit que c'est un bon démocrate, ce monsieur. Et par conséquent, il faut l'encourager, il faut le soutenir. Et moi, je pense que
Et il est important de le suivre au mot. Le suivre au mot, de savoir que un troisième mandat, oui, ainsi. Mais pour l'instant, je m'en tiens à ce qu'il a dit. C'est 2 mandats révolus et au moment opportun, on avisera. D'accord. Si vous le permettez, Monsieur Souleymane Naimi, chers amis téléspectateurs d'Eden Télévision, auditeurs Diaspora FM, nous allons aborder un sujet important de la vie politique nationale. C'est la place de la jeunesse en politique. Je l'ai dit, martelé plusieurs fois, vous êtes jeune, même si vous n'êtes pas très d'accord qu'on fasse la promotion, qu'on ramène les vieux briscards de la politique dans des institutions. Est-ce que c'est pas la faute aux jeunes eux-mêmes? Est-ce que les jeunes sont vraiment engagés? Est-ce que les jeunes apprennent, vont à l'école de la politique, Monsieur Naimi Souleymane? Merci, Monsieur le journaliste, pour cette question très pertinente. Je pense que les responsabilités doivent être situées et partagées. La jeunesse a été complice de ce que nous subissons aujourd'hui. Nous subissons quoi? Oui, c'est-à-dire que si tant est que vous venez de le dire, que les 4/5e de ceux qui ont été désignés pour faire partie du CES sont d'un certain âge avancé, la jeunesse y a contribué. Il a constaté que quand la lutte contre la cybercriminalité a commencé dans ce pays, monsieur le journaliste, l'évaluation a été faite par le procureur spécial de la Criette. Près de 4000, si mes souvenirs sont bons, de jeunes ont été arrêtés. Près de 4000, si mes souvenirs sont bons. C'est dire qu'on ne peut pas être jeune et se permettre de s'adonner à des pratiques malsaines. Mais si on trouvait d'autres affaires. Non. Ceux qui sont recrutés dans l'armée, ceux qui sont recrutés dans la police, ceux qui sont recrutés dans d'autres corps de l'administration, ne sont-ils pas des jeunes, monsieur le journaliste? C'est des gens, c'est des intellectuels, c'est des jeunes étudiants qui se battent, qui valorisent leur diplôme. Pourquoi d'autres, certains le font, mais pourquoi d'autres ne peuvent pas le faire? Et donc, je pense que la jeunesse a joué un grand rôle pour l'avènement du régime de la rupture. J'étais témoin, j'étais sur le terrain. La jeunesse s'est véritablement battue pour que le chef de l'État puisse être là. Et donc, il revient à la jeunesse de s'organiser. Déjà, elle constitue déjà un bouclier. Et je puis vous le dire qu'elle constitue déjà un bouclier pour permettre au chef de l'État d'aller jusqu'au bout de son mandat de façon constitutionnelle. Ça, c'est clair et net. Et donc, que tous ceux qui chercheront à remettre en cause le processus démocratique, que ceux-là sachent qu'ils trouveront la jeunesse béninoise derrière eux. Alors, cette jeunesse, aujourd'hui, je vous l'ai dit tantôt, elle a su bénéficier de beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez un peu maintenant? Vous voyez les réformes qui sont en cours au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'éducation, les cantines scolaires. Aujourd'hui, on ne s'habitue plus à des grèves perlées dans l'administration. Vous l'avez dit par ailleurs. Tout à fait. Donc, tout ça, c'est au profit de qui? C'est au profit de la jeunesse. Une jeunesse bien informée, bien éduquée, forcément, doit pouvoir être une jeunesse qui doit contribuer au développement de sa nation. Mais les jeunes veulent participer aussi à la gestion du pays. Bien sûr que vous reléguez les jeunes à un combat de bouclier, de tout le monde. Mais les jeunes veulent. Vous savez, ce qui se fait aujourd'hui, je puis vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont nommés à des positions stratégiques dans l'administration. Des jeunes qui sont des DAF, qui sont des DSI, des jeunes qui occupent des postes de DAC, du DC même. C'est sincère ce que je vous dis. Faites une enquête sur le terrain. Vous aurez à me confirmer que, M. Nami, vous n'avez pas eu tort de me le dire. Donc, la jeunesse est en plein cœur à la gestion du pouvoir d'État. Je prends l'exemple, à titre d'exemple, le décès du ministre d'État, du ministre du Plan, Biotchani, M. Alastair. C'est un jeune, pétri d'expérience. Et il est là, il travaille. Il démontre que, oui, on peut faire confiance à la jeunesse. Et il y en a plein qui occupent des positions stratégiques dans l'administration. Le patron des renseignements aujourd'hui, c'est un jeune. Ils sont pleins à être à des postes stratégiques, je l'ai dit. Donc, par conséquent, la jeunesse n'est pas oubliée. Mais il est aussi important également de continuer par tendre la main aux autres jeunes pour que la jeunesse ne soit pas désœuvrée. Et je compte, j'ai espoir que le chef de l'État ne va pas s'arrêter en si bon chemin et que les jours, les semaines, les mois à venir, plein de jeunes encore seront sollicités pour l'accompagner. Vous pensez à quoi? Vous pensez au ministre conseiller, c'est ça? C'est possible, c'est possible que les postes des ministres conseillers, les 45 voire 65% soient occupés par des jeunes, parce que il faut que la jeunesse soit en quelque sorte mise au travail sur le plan
sur le terrain politique. Et si tant est que les ministres conseillers auront plus à s'occuper du volet politique et du programme d'action du gouvernement PAG2, il est important, et je l'ai dit tantôt, que le chef de l'État fasse un clin d'œil à sa jeunesse pour qu'elle puisse véritablement travailler à ses côtés et que le relais soit passé. Vous y croyez encore? Bien sûr que oui. En fait, à moins de 2 ans de bien sûr que oui. Du régime. Il faut y croire. Moi, je crois... Jusqu'au bout, c'est ça? Bien sûr que oui. J'y crois fermement et fortement que le chef de l'État n'a pas oublié sa jeunesse. Et que certainement des surprises agréables vont nous être envoyés tout à l'heure. Mais voilà, quand je préparais cette émission, M. Souleymane Naimi, j'ai enquêté un peu autour de vous. Oui. Je sais que c'est vrai, même si vous avez été superviseur général des coordinations de campagne du candidat Patrice Talon dans le littoral, Oui. vous n'êtes quand même pas originaire du littoral. Et on vous reproche dans votre circonscription électorale de ne pas être présent. Est-ce que c'est vrai? De ne pas être présent et de ne pas travailler pour la promotion de la jeunesse de chez vous? Bon, monsieur le journaliste, c'est vrai que ce que vous dites n'est pas totalement faux. Il faut reconnaître que, certes, je suis originaire de la Donga, plus précisément de Djougou, mais j'ai fait tout mon parcours de vie à Cotonou. Et je parle couramment le fond. Et quand le président Patrice Talon m'a fait l'amitié et l'honneur de me confier la gestion de la direction de la campagne à Cotonou, quand j'allais sur le terrain, je ne parlais pas le français. Je parlais couramment le fond. Parce que j'avais en face de moi une grande partie de la population qui ne s'exprimait qu'en fond. Et donc, par conséquent, je suis beaucoup plus connu politiquement à Cotonou, certes sur le plan national, parce que j'ai eu à diriger des mouvements et autres organisations à caractère national, mais mon fief politique, c'est Cotonou. Donc le reproche que vous faites est justifié. Alors. Non, non. Je puis vous dire que, certes, il est à constater que l'ensemble des acteurs ayant travaillé avec nous à Cotonou, pour la plupart, sont en attente de se voir véritablement soutenus par le chef de l'État. Est-ce que vous voyez un peu maintenant? Mais nous n'avons pas attendu cela. Nous n'avons pas attendu cela pour continuer par être à ses côtés. Le plus important, je vous l'ai dit tantôt, monsieur le journaliste, c'est le développement du Bénin. OK? Nous savions très bien que le chef de l'État, c'est un monsieur qui toujours est reconnaissant envers les autres. Et nous sommes confiants que jusqu'au dernier jour, avant la fin de son deuxième et dernier quinquennat, il pensera aux acteurs qui ont travaillé à ses côtés dans le littoral. D'accord. Oui. Nous allons conclure cet entretien, M. Naimi Souleymane. Je vais rappeler à toutes fins utiles que vous êtes acteur politique, président de la jeunesse Talon, GET16, superviseur général des coordinations de campagne du candidat Patrice Talon dans le littoral en 2016. Qu'est-ce que vous avez envie de dire que vous n'avez pas dit depuis le début de cette émission? Ce que je voudrais dire pour conclure cet entretien, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir y invité. C'est un devoir. De me permettre de m'exprimer sur l'actualité politique, sociopolitique de notre pays. Je voudrais encore une fois demander au peuple béninois, de façon générale, et aux jeunes, à sa jeunesse, de se dire que avoir le président Patrice Talon comme président de la République a été ou est une chance pour notre génération. Et que, certes, d'autres peuvent venir demain et faire mieux que lui. Mais pour l'instant, personne n'a fait mieux que lui. Et par conséquent, il est important que cette jeunesse et cette population accompagnent le chef de l'État, le soutiennent, vaille que vaille. Reste en une heure de prière pour lui, pour sa petite famille. Parce que ce n'est pas facile de diriger le Bénin. Le président Kérékou l'a dit, diriger le Bénin en 4 jours, vous pouvez diriger le monde entier en 365 jours. Et donc, rassurer le chef de l'État aussi
de ce que la jeunesse politique du Bénin, le peuple béninois tout entier suit avec beaucoup plus de minutie tout ce qu'il accomplit comme action. Et si tant est que un coup a été déjoué dans cette semaine-ci et que d'autres coups ont été déjoués les années antérieures, c'est dire que ce sont nos prières qui l'accompagnent. Et nos prières vont continuer par l'accompagner pour qu'il réussisse avec brio tout ce qu'il a entrepris pour le bien-être de chacun et de tous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Naimi Suleiman, acteur politique. L'autre précision qu'on a obtenue tout au cours de cet entretien, c'est votre appartenance à un parti politique, notamment l'Union progressiste, le Renouveau. Avec vous, nous avons parlé de cette actualité brûlante de la tentative de coup d'État perpétré au pays et dénoncé par plusieurs acteurs politiques et même par des acteurs de la société civile. Nous avons parlé également des élections générales de 2026, notamment la relecture du code électoral. Il doit arriver de dire un mot sur les propos du père Arnaud-Éric Guénounon à travers son ouvrage « Le pouvoir du déni ». Et avec vous, nous avons également parlé de la jeunesse au sein de la classe politique. Merci à vous. Merci, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Je vous retrouve prochainement, dimanche prochain, pour un autre numéro de votre émission L'entretien du dimanche. Pour le moment, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. À dimanche prochain.